Nous poursuivons avec un livre écrit par Lucette Valenzi, Juifs et musulmans en Algérie du 7e au 20e siècle, qui a paru chez Taillandier et qui retrace la vie des deux communautés ensemble dans les grands mouvements de l'histoire du Maghreb central devenu l'Algérie. Je dois préciser qu'un deuxième livre a paru sur Juifs et musulmans en Tunisie et un troisième au Maroc. Nous reviendrons sur les deux derniers. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'un livre écrit qui retrace la vie et les contes de Kadour Ben Itram, qui a été publié chez Jean-Claude Taïeb Éditions, qui est une véritable pépite du patrimoine humoristique tunisien. Qui était Kadour Ben Itram? Un chansonnier, un humoriste tunisien, né dans le Tunis colonial. Ses débuts se situent autour de 1910, lorsqu'il commence par animer des fêtes privées, et il deviendra petit à petit célèbre grâce à des spectacles dans des lieux publics de la ville. Donc je rappelle, Kadour Ben Itram, chez Jean-Claude Taïeb Éditions. Nous poursuivons avec un livre écrit par Shmuel Meyer chez Serge Safran Éditions, La bouche ouverte. Alors, je vais un petit peu vous parler de ce livre en rappelant le sujet qui est le suivant. Théo aime Caroline, Gabriel aime tant Ingrid, Ingrid aime l'amour et Fanny la vie. Un siècle, 2 générations, 3 familles au destin mêlé. L'une juive, les 2 autres pas. La ville de Genève, son lac, sa nostalgie, la gourmandise. Beaucoup de gourmandise s'installe entre les pages. À chaque chapitre, un aliment typique évocateur de souvenirs ou d'aspirations. Tapioca, longeole, gratin de cardon. C'est un récit émouvant et drôle de plusieurs femmes et quelques hommes attachants, parfois désarmés devant la providence et la puissance d'une histoire qui leur échappe. Amour, suicide assisté, gastronomie, coffre-fort, secret de famille, une sacrée et savoureuse cuisine. La bouche ouverte de Shmuel Meyer aux éditions Serge Safran. Alors, Ephraïm égaré ou la justice des nations de Abraham Lichtenbaum aux éditions Horizon. Alors, je précise Horizon sans un H. Le sujet? Un procès s'ouvre au palais de justice de Paris. Ephraïm Vilnaï, chercheur franco-israélien, est accusé du vol d'un précieux manuscrit hébreu à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Au fil des questions et des témoignages posés par le juge, les pensées affluent dans la tête de l'accusé, retraçant ainsi les errances d'une vie ballottée au cours du XXe. Comment Ephraïm sortira-t-il de ce labyrinthe? Je précise qu'Aaron Lichtenbaum, qui est né à Paris, s'est installé en 1973, juste après la guerre du Kippour, à Beersheva. Macha Merrill. Macha Merrill nous arrive avec L'arithmétique de la chair aux éditions Flammarion. Le livre Bettina n'est pas une femme comme les autres. C'est un expert comptable. Elle pèse 96 kilos et a la passion des chiffres et des mathématiques. Elle ne voyage pas, n'a pas d'homme dans sa vie, mais ne souffre pas de solitude. À 32 ans, elle est bien comme elle est. Sauf qu'elle grossit à vue d'œil. Elle n'en est pas vraiment malheureuse, se sent même allégée. Et un jour, elle tombe sur un concours télévisé de calcul mental organisé par un journal. Elle décide d'y participer et le gagne sous le pseudonyme de Sœur Isolde, son invention. Véritable carton d'audience, elle devient une icône. Même le journaliste producteur Damien tombe sous son charme.
Il lui propose de devenir chroniqueuse dans une émission de vulgarisation scientifique. Une relation amoureuse se noue entre eux que tout sépare. La vie sourit enfin à Bettina Isolde. C'est alors que les choses prennent un tour inattendu. De la même façon qu'elle avait grossi, la jeune femme se met à maigrir, à maigrir. Sa vie sera-t-elle la même une fois les kilos envolés? Rien n'est moins sûr. Donc je rappelle Macha Merrill, l'arithmétique de la chair chez Flammarion. Aux éditions L'Antilope, La nuit des Juifs vivants d'Igor Ostakovitch. C'est un roman traduit du polonais par Isabelle Janès-Kalinowski. Et vous, que faites-vous de tous ces prépuces? Je demande méfiant. T'inquiète pas, on ne gâche rien, mange ta soupe. Vomir, ce n'est pas beau, donc je me retiens. Et lui rigole. C'est peut-être une plaisanterie. Où est-ce qu'on trouve des calamars dans les égouts? Je me demande en extirpant avec la langue des restes de fibres coincés entre mes dents. J'essaye de sourire, mais mon visage se tord et je sens la salive s'accumuler. Varsovie, dans les années 2010. Sous une trappe au fond de sa cave, le narrateur découvre les zombies de juifs assassinés pendant la guerre. Dépenaillés, ils sortent pour réinvestir leur ville, lancée dans la frénésie consumériste après des décennies de communisme. Igor Ostakovitch est né à Varsovie en 1968. Diplômé de sciences politiques et de journalisme, il a été l'un des principaux conseillers du Premier ministre polonais de 2007 à 2014. Il est à présent l'une des cibles de la régression démocratique amorcée par le nouveau pouvoir et sa carrière littéraire a débuté en 2009. Son deuxième roman, donc La nuit des Juifs vivants, apparu chez L'Antilope, chez nos amis donc de L'Antilope que nous connaissons bien et que nous recommandons très vivement. Malavida, de nos jours, en Espagne, la droite dure vient de remporter les élections après 12 ans de pouvoir socialiste. Une majorité absolue pour les nostalgiques de Franco dans un pays à la mémoire courte. Au milieu de ce renversement, une série de meurtres est perpétrée de Madrid à Barcelone en passant par Valence. Les victimes? Un homme politique, un notaire, un médecin, un banquier, une religieuse. Rien ne semble apparemment relier ces crimes sur fond de crise économique, mais aussi de retour à un certain ordre moral. Un journaliste de radio spécialisé en affaires criminelles, Diego Martin, tente de regarder et de garder la tête hors de l'eau malgré la purge médiatique. Lorsqu'il s'intéresse au premier meurtre, il ne se doute pas que son enquête va le mener bien plus loin qu'un simple fait divers, au plus près d'un scandale national qui perdure depuis des années, celui dit des bébés volés de la dictature franquiste. Je rappelle Malavida de Marc Fernandez. Nous poursuivons avec l'échange d'Eugenia Almeida chez Métayer. C'est paru dans la bibliothèque hispano-américaine et traduit de l'espagnol argentin. L'importance du passé est surestimée. Si les gens restaient tranquilles, tout irait mieux. Ah ah, parfois il vaut mieux laisser tomber. C'est un épisode confus, dit le commissaire jury, ça ne nous regarde pas. Une jeune femme à la sortie d'un bar en plein jour menace un inconnu, puis retourne son revolver contre elle-même et se suicide. C'est clair comme de l'eau de roche, sans danger pour les tiers, pas la peine de s'éterniser. Mais aïe aïe aïe, Guyot, le journaliste, veut comprendre, consulte des archives, lit les cahiers de la victime, cherche, on lui demande de laisser tomber, il s'obstine, il regarde autour de lui, il ne voit rien, c'est un ingénu, et amené à fréquenter un bar, il découvre une alliée, psychanalyste à la retraite, qui l'écoute en descendant des petits verres de vodka. Ceci dans une prose concise d'une densité hallucinante. Je vous conseille vivement l'échange d'Eugenia Almeida. De nouveau, un livre d'été. En attendant Beaujanglès d'Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Il était une fois un petit garçon témoin de l'amour fou de ses parents. Un couple fantasque, sublime, qui a décidé que chaque jour devait être un jour de fête. Tous les jours
danse sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Donc, retour sur musique. Je ne veux pas détailler ce roman qui se lit de manière très agréable, écrit par Olivier Bourdeau. Nous poursuivons avec, chez Bellefond, 2 romans que je conseille, 13 façons de voir, traduit de l'anglais-irlandais par Jean-Luc Piningre et écrit donc par Colum McCann. Ce sont des nouvelles, presque achevées au bout d'un été, mais le détail à lire, 13 façons de voir. Toujours chez Bellefond, La marque et le vide de Paul Murray, traduit de l'anglais-irlandais aussi par Chloé Royer. Claude a quitté sa morne banlieue parisienne pour gagner l'Eldorado européen, Dublin, et plus précisément la Bank of Torabundo, un de ces établissements qui ont pignon sur rue en cet âge d'or du tigre celtique. Et voilà Tipa que quelqu'un lui propose d'écrire un roman sur la vie de Claude. La marque et le vide de Paul Murray. Nos petits amis ne sont pas en reste. Je voudrais, pour les tout petits, conseiller Vogue Petit Bateau chez Petit Nathan. C'est un petit bateau en bois à déplacer et encastré dans chaque page au fil de l'histoire. Il faut bien sûr associer la forme et l'image, et ceci sollicite les capacités de représentation du tout petit. Un petit bouton qui facilite la préhension et développe la motricité fine. On retire et on place l'encadrement, ce qui favorise l'habileté, la précision du geste. Le bébé prend ainsi plaisir à observer, à pointer, à écouter l'histoire aux côtés de l'adulte qui, bien sûr, va lui chanter Petit bateau. Pour les un peu plus âgés, donc toujours chez Nathan, les religions. Ah là là, quelle belle question. Les religions en 60 questions, questions-réponses. Le paradis, ça existe? Est-ce que tout le monde croit en Dieu? C'est quoi un rabbin? Qui sont les rois mages? C'est quoi la première communion? Pourquoi fait-on le ramadan? Qui était Bouddha? Pourquoi cette femme porte-t-elle un foulard? C'est un ouvrage aux illustrations colorées pour faire découvrir aux enfants la diversité des religions à travers 11 sujets. Quel mystère! Une religion, c'est quoi? La Pâque juive? Vive les mariés! Noël chrétien? Le baptême? Prier à la mosquée? Le ramadan? Diwali, une fête hindoue? Une prière bouddhiste? Tous ensemble et une double page. Le sais-tu? L'auteur, Sylvie Bossier, qui après des études générales de littérature devient éditrice pour des encyclopédies grand public. Par la suite, elle devient journaliste avant de se consacrer pleinement au travail d'écriture pour les enfants. L'illustrateur, je dirais plutôt l'illustratrice, Mélisande Lutringer, diplômée de l'école Émile Coll, qui travaille aujourd'hui pour la presse et l'édition jeunesse. Ses illustrations sont riches en détails et jouent sur une belle palette de couleurs. Mais je ne voudrais pas terminer sans oublier et surtout sans citer les éditions Usborne, qui présente un panel très large de livres pour enfants allant de 2 ans à 12 ans. Je citerai les imagiers pour les petits, les gommettes, les villes dont Londres, l'apprentissage des langues, les 1001 nuits illustrées à offrir à toute adolescente, sans oublier les aventures de Robin des Bois à offrir à tout adolescent. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Cette émission va être entièrement consacrée aux juilletistes, aux Haussiens et surtout à leur bonheur de lire. Et pour ce faire, nous allons commencer tout de suite avec un livre qui vient de paraître ou qui est à paraître d'après le site de l'éditeur. Je veux parler de La fin du temps, écrit par Simon Benelli. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, ce premier livre qui est édité aux 3 colonnes est un pur livre de science-fiction. Alors, pourriez-vous déjà nous situer un petit peu le sujet?
Alors, si vous voulez, alors juste une petite précision, le livre est paru aujourd'hui et effectivement, on peut le trouver sur différentes plateformes. Très bien. Alors, le sujet, en fait, on le trouve un petit peu sur la quatrième de couverture du livre. Le point de départ, si vous voulez, de l'histoire, c'est la recherche depuis la nuit des temps par tout type de personnage historique. Cette recherche concerne le code qui serait dissimulé à l'intérieur de la Torah, de la Bible hébraïque. Alors, Simon Benelli, on va camper directement les intervenants de ce roman de science-fiction. Tout tourne autour de Michael Steinel, qui est chercheur aux langues orientales. Et là, j'ai un petit coup de cœur, car je suis moi-même diplômée des langues orientales de l'INALCO. Alors, nous allons camper la première question autour du code d'Hammurabi. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors effectivement, le code d'Hammurabi n'est pas en réalité dans le cœur du sujet, mais c'est simplement pour expliquer le cheminement de Michael, qui effectivement est un spécialiste des langues anciennes. Et c'est vrai que le code d'Hammurabi, c'est l'une des premières grammaires par rapport à l'époque sumérienne, on va dire. Et il fait référence simplement à ce code par rapport à l'aboutissement de recherche, puisque en fait, au début du livre, on ne veut pas lui accorder les crédits pour faire des recherches sur le code de la Torah. Alors, c'est un véritable voyage dans le temps. Nous avons 3 périodes qui se juxtaposent, puisque nous passons de 1096 en Angleterre, nous passons à Jérusalem, donc, nous passons à Paris par un passage inévitable par l'Allemagne hitlérienne, et nous arrivons à Paris en 2055. Sans dévoiler aux auditeurs ce cheminement, pourriez-vous un petit peu nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez délibérément choisi ces 3 pôles d'attraction ? Alors en fait, le premier pôle au niveau du Moyen-Âge, au niveau des croisades, c'est effectivement l'un des moments forts où effectivement les gens vont chercher à retrouver ce code qui serait dissimulé quelque part en Terre Sainte. Et les croisades, en fait, seraient un prétexte pour retrouver ce code. Et l'Allemagne nazie ? L'Allemagne nazie, alors, il y a beaucoup d'écrits, on peut trouver sur Internet d'ailleurs pas mal de documentation autour d'Hitler, qui a toujours été fan, on va dire, entre guillemets, d'ésotérisme, de loges noires, etc. Donc il pensait effectivement que ces pratiques un petit peu douteuses pouvaient lui donner la puissance pour dominer le monde. Et alors Paris 2055 ? Alors j'ai placé en fait le personnage principal à Paris, alors dans le futur bien entendu, puisque aujourd'hui nous sommes malheureusement encore incapables de lire les fameuses lettres blanches qui sont entre les lettres noires de la Torah, et je le projette un petit peu dans le temps. À cette époque-là, il est en train de les découvrir. Alors maintenant, Simon Benelli, nous allons inévitablement parler un petit peu de Gamatria, de Mispar Katan, de Riboua, de Maaseh Bereshit, de Maaseh Merkava. Pourriez-vous en dire plus à nos auditeurs qui seront inévitablement très intéressés par ces concepts ? Alors, on va faire quelques focus sur les points importants, sachant qu'on pourrait parler de ça pendant des semaines et des semaines. C'est sûr. C'est pas l'objectif. En fait, la gematria, ce qu'il faut voir, c'est que ça vient en fait de la possibilité de manipuler les textes, et les textes bien entendu de la Torah en particulier, grâce à la valeur numérique des lettres. Nous avons 22 lettres donc hébraïques qui sont numérotées de manière bizarre, hein, quand on le voit à première vue, donc de 1 à 9, de 10 à 90, etc., jusqu'à 400. Et ça permet de faire des combinaisons et de trouver des valeurs numériques dans les mots, et effectivement de comparer et de rapprocher les sens des mots en fonction de leur égalité numérique ou pas. Il y a plusieurs technologies de gematria. Par exemple, la gematria simple, on fait le cumul des lettres. Alors justement, la gematria 5, nous allons donner un exemple qui va faire très très plaisir à nos auditeurs d'origine tunisienne. Ce sont les 14 phalanges de la main. Voilà, alors les 14. Alors, quand on écrit main en hébreu, c'est yad.
d'accord? C'est Yud et Dalet. Donc ça veut dire 10 et 4. Donc, et on va trouver effectivement les 14 phalanges qu'on a dans la main. Ça, c'est la valeur numérique. Et quand on va faire le mispar katan, c'est-à-dire qu'on va additionner, on va trouver 5. 4 et 1. 4 et 1. Et donc 4 et 1, 5, effectivement, les Tunisiens. Alors maintenant, Simon Benelli, Mazot omeret la riboua. Alors, riboua, en fait, c'est une guématria dynamique cumulative. Alors, je vous l'explique très très rapidement. Au départ, c'était utilisé dans la manipulation des noms divins, mais je ne vais pas prendre à l'antenne un exemple avec un nom divin, je vais le prendre avec un nom en français pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Par exemple, si on prend le mot enfant, on peut le déployer en rajoutant chaque fois des lettres. On part de E, après on arrive à EN, ENF, ENFA, etc. Et à chaque étape, on a une valeur numérique. Ce qui fait que le nom divin, quand on travaille avec, a une certaine valeur numérique comme le tétragramme, donc 26 de base, mais on peut le décomposer et arriver à différentes valeurs qui sont considérées comme étant toutes des noms divins. Alors maintenant, Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava, Mazot omeret. Alors de manière simple également, il y a là on touche un petit peu, on va dire, à l'univers de la Kabbale. Et en fait, le Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava sont les deux approches, parmi toutes les autres existantes, de travail kabbalistique et de travail ésotérique. Le Maaseh Bereshit, en fait, correspond à la recherche et à la compréhension de l'univers, donc la création, qu'on pourra aussi comparer, ça s'est fait par plusieurs auteurs, avec l'avancée des sciences dans le domaine, le Big Bang ou le Tzimtzum pour nous, etc. Donc c'est vraiment la recherche de la structure de l'univers. Et il y a énormément d'outils, la Gematria étant l'un des outils, mais pas le seul. Le Maaseh Merkava, lui, c'est de la Kabbale pratique. Alors je ne parle pas de Kabbale magique, on ne parle pas de magie là. Donc la Kabbale pratique, en fait, ça revient à utiliser un certain nombre de techniques et bien entendu d'outils pour voyager dans les mondes spirituels. Donc ce sont des expériences extatiques. Alors nous allons rentrer maintenant un peu plus dans le cœur du roman, en revenant au problème des anges et du télescopage dont Michael est la victime en fait. Et tout ceci pour nous amener à déployer un petit peu la connaissance de ces rabbanim que vous introduisez dans votre roman, sans dévoiler ce qu'ils font. Alors, c'est quoi ce E661 363? Alors, si vous voulez, là, on introduit une autre dimension, puisqu'on a vu que dans le temps et dans l'espace géographique, le roman se déroule de manière différente. On a une juxtaposition, le futur, l'Allemagne hitlérienne, etc. Là, on va avoir une autre dimension, puisque les trois autres se trouvent sur Terre, chez nous, et la quatrième dimension se trouve dans les mondes spirituels. Et là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit de toute la hiérarchie angélique qui existe d'ailleurs dans nos rituels, notamment à Kippour. On a, pour ceux qui sont intéressés, qui regardent pendant l'office de Kippour la traduction en français, on a l'évocation de toute cette hiérarchie angélique. Ça veut dire que, et le roman essaye de le retracer légèrement quand même, que tous ces anges sont là pour soit nous surveiller, soit nous aider, soit mener un petit peu, corriger les affaires du monde. Alors je précède peut-être une question. Vous allez peut-être me dire, et le libre arbitre là-dedans? Ben oui. Voilà. Et c'est là effectivement qu'on arrive au paradoxe qui est quand même là, et les deux sont vrais. Donc en fait, le déterminisme, c'est-à-dire tout est écrit jusqu'à la fin, depuis le début jusqu'à la fin, et en même temps, chaque être humain a la possibilité de modifier son destin. Alors pour essayer de faire simple et d'expliquer un petit peu, il y a par exemple, j'espère au niveau des auditeurs, des fans de Matrix et de ce genre de film, il faut imaginer en fait l'univers dans sa totalité et l'univers de chacun de nous
comme une matrice. Donc effectivement, on a un point de départ et on a un point d'arrivée. Et il y a effectivement des cheminements très différents donc, dans les vies de chacun. Ce qui est sûr, c'est que le début et la fin sont fixés et sont connus. Par contre, chacun peut choisir son chemin, entre guillemets. Et il peut avoir des vies différentes, il peut réaliser des actions différentes, etc. La seule chose, c'est que l'arrivée est déjà connue. Donc voilà comment on résout un petit peu ce paradoxe. Alors, je voudrais préciser aux auditeurs que nous utilisons, nous aussi, les nouvelles technologies, puisque cet enregistrement est fait avec Skype et que Skype existe à l'intérieur du roman. Et c'est là que vous allez peut-être nous dire quelques mots, sans tout dévoiler, sur les 2 rabbanim. Un à Jérusalem et un Mekubal à Sfat. Alors, par rapport à cette partie en fait du roman, effectivement, sans rien dévoiler, on s'aperçoit que Michael va essayer d'avancer dans sa recherche. Et l'un de ses voyages, bien entendu, ça va être Israël, puisqu'il va se trouver confronté justement à la source, à l'origine de tout cela. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait, les personnages, les rabbanim, etc., vont plus ou moins lui donner des éléments, lui dévoiler des choses. Et on s'aperçoit, il y a 1 ou 2 phrases qui expliquent ça, qu'au départ, ils ne souhaitent pas lui donner des informations. Et c'est vrai, on comprend pourquoi lui donner. Pourquoi donner à un chercheur étranger, etc., des informations. Sachant que le chemin, la voie initiatique, etc., est long. Et on s'aperçoit à un moment donné que c'est le dernier, effectivement, qui va lui donner, entre guillemets, les clés. Il a reçu, en fait, l'autorisation. Alors d'où, on ne le sait pas, bien entendu, mais on le devine. Ça veut dire qu'il a, entre guillemets, lu à l'intérieur de Michael, dans son esprit, et en fait, comme on le dit souvent, celui qui est fait pour le but va être fait pour le chemin. Exact. Alors, je ne voudrais pas dévoiler la fin du roman, car nous avons quand même un scoop à annoncer aux auditeurs. Je crois que vous allez le confirmer. C'est que la suite de ce premier roman est en gestation bien avancée, n'est-ce pas, Simon Benelli? Alors, exactement. En fait, le roman se place dans une trilogie. Et ce premier roman, La fin du temps, on va arriver à la fin de la civilisation que nous vivons aujourd'hui. Et le suivant, de manière logique, c'est l'ère messianique. Alors, ce qu'il faut comprendre, la fin du temps, l'ère messianique, le troisième qui sera le monde futur, le Olam Haba, pose un certain nombre de questions, et en tout cas une question importante par rapport au roman lui-même, qui se veut un roman de science-fiction. Hein, qui est un préambule à ne pas supprimer. Voilà. Et si vous voulez, plus on va avancer dans le temps de l'utilisation, plus pour le roman, on va arriver dans des choses non documentées. Là, le premier roman trouve des sources très importantes. Quand on va parler d'ère messianique, on en trouve quelques-unes, mais même beaucoup de suppositions. Donc, ce qui laisse le champ ouvert à la fiction. Donc, tout ceci... Dans le Olam Haba, dans le monde futur, on en est vraiment en pure fiction aujourd'hui avec nos connaissances. Donc, tout ceci pour rappeler à nos auditeurs qu'il ne faut pas louper ce premier roman de Simon Benelli, La fin du temps, qui a paru aux 3 colonnes, pour pouvoir prendre ensuite la découverte du deuxième roman. Merci Simon Benelli. Merci à vous. À très bientôt. Nous allons poursuivre cette émission avec les livres de l'été, comme promis en préambule.